Donc rejeter la faute de la piété salpêtrière, des ordres de la piété salpêtrière sur les jansénistes, alors que la société catholique bannissait les enfants conçus en mariage, c'est un peu d'hypocrisie. Donc pour revenir à la question, l'idée c'est pas forcément de fonder des familles avec des femmes infidèles, c'est de fonder des familles mais sur des clauses non sexuelles, c'est-à-dire que la sexualité doit être extérieure à la famille. Voilà. C'est-à-dire que quand on crée une famille, là, il ne doit pas y avoir de clauses sexuelles, quoi. Bon, après, chacun fait comme il veut. Moi, mon projet, c'est surtout de créer des familles sur structure associative. Que les gens veuillent ou pas mettre des clauses de fidélité, ça les regarde. Mais je mets juste la réalité en face, c'est que le seul moyen de contrôler la sexualité des gens, c'est ce que j'appelle une charia, qu'elle soit catholique, juive. D'ailleurs, chez les juifs, ça s'appelle la halakha. Voilà. Donc mettez-vous en couple si vous voulez, créez des couples si vous voulez, mais sachez que c'est très difficilement contrôlable. Il n'y a rien de plus dur à contrôler que la sexualité des gens. Et l'idée, c'est de faire des communautés familiales chastes, c'est-à-dire qu'on ne couche pas à l'intérieur de la famille, on ne vit pas avec la personne à qui on couche, on vit avec des gens avec qui on ne couche pas, et on couche avec des gens à qui on ne vit pas. Donc il y a un proverbe d'ailleurs, en anthropologie, on dit « qui partage le même lit ne partage pas le même bol ». C'est-à-dire que si on partage le même lit, si on couche ensemble, on ne mange pas ensemble. Et si on mange ensemble, on ne couche pas ensemble. Et au contraire, dans les sociétés patriarcales, justement, souvent le fait de manger ensemble, c'est synonyme de mariage. Et on appelle ça la commensalité. C'est-à-dire que souvent, quand un garçon et une fille mangent ensemble, on considère qu'ils sont mariés. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de briser ça, c'est de briser cette commensalité, c'est-à-dire d'associer sexe et vie commune, et de dissocier la sexualité de la vie commune. Voilà. Donc vers faire comme les mozos, par exemple, chez les mozos, tous les soirs, les hommes vont dormir chez leurs copines, et puis ils reviennent au petit matin chez leur mère. Voilà. Et chacun vit chez soi, il n'y a pas d'embrouille conjugale, on ne se dispute pas, on partage que les bons moments, et puis on change comme on veut, et puis même pour avoir plusieurs partenaires si on veut. Voilà. Alors il y a plusieurs questions. Bon, on me dit, est-ce que tu as conscience que ta thèse est très proche de l'idéologie maçonnique ? Alors, je ne vois pas en quoi ma thèse est proche de l'idéologie maçonnique, parce que si c'était le cas, on ferait la propagande pro-matriarcat, on verrait des publicités pro-mozo partout. Alors je ne vois nulle part cela. La thèse du matriarcat est violemment combattue, encore une fois, et par le féminisme. Je vous défie de parler de matriarcat dans un forum féministe, vous allez vous faire virer au bout de 2 minutes. J'ai déjà été voir les Panthères Roses à Sciences Po, je suis parti voir des féministes à la mairie de Paris, c'est un sujet interdit. Voilà. Donc, que ce soit à l'université ou chez les féministes, le sujet du matriarcat est interdit. Donc, je ne vois pas où est l'idéologie maçonnique. À la limite, l'idéologie maçonnique, c'est d'abolir toute forme de famille, mais pas de revenir au matriarcat. Le matriarcat, c'est une famille, ce sont des clans. On peut être, même, il y avait chez les Amérindiens, il y avait des maisons clans, on était à 700, on vivait à 700, des maisons claniques de 700 personnes. Je ne pense pas que ce soit très maçonnique. Je pense que l'idéal maçonnique, ce n'est pas de créer des clans matrilinéaires. L'idéal maçonnique, c'est plutôt qu'il n'y ait pas de clan du tout et que chacun vive dans son studio, seul, comme les Japonais. La plupart des Japonais, par exemple, tout le monde vit seul là-bas. Ils ne couchent pas, ils n'ont pas de sexualité, ils ne se marient plus, ils ne font plus de gosses. Voilà, c'est ça l'idéal maçonnique. C'est pas les mozos. Alors on me dit justement, l'idéal, voilà, jusqu'à preuve du contraire, la fidélité mutuelle, même étendue au cadre de la polygamie, reste une loi naturelle dans les sociétés humaines. C'est pas vrai. Moi, ça c'est du dogme. Je l'ai vu. Alors déjà, si la fidélité était, comment il dit la fidélité mutuelle, même étendue, reste une loi naturelle. Si c'était une loi naturelle, pourquoi mettre toutes ces lois répressives un peu partout? Au contraire, et puis des sociétés qui ne sont pas... Parce que finalement, les femmes sont forcées d'être fidèles. C'est ça que tu disais. Sont forcées. Sont forcées. Et des peuples non fidèles, il y en a plein. Il y a chez les mozos, donc il y a les Trobiandais. Dans toutes ces sociétés-là, la fidélité n'est pas... elle peut être choisie, on peut décider d'être fidèle, mais il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de répression. C'est juste un contrat privé. On décide intimement d'être fidèle à celle qu'on aime. Pourquoi pas? Mais qu'il n'y ait pas de répression, il n'y a pas de répression, il n'y a pas d'autorité qui interdit d'aller voir ailleurs. Et même une preuve biologique que la fidélité n'est pas... Elle n'est même pas biologique, c'est que dans le sperme, il y a plusieurs types de spermatozoïdes. Il y a les spermatozoïdes fécondeurs, il y a aussi des spermatozoïdes bloqueurs et les spermatozoïdes tueurs. Alors à quoi ça sert les spermatozoïdes bloqueurs et les spermatozoïdes tueurs?
c'est que dans l'hypothèse où une femme reçoit en même temps, enfin, dans le même acte sexuel, le sperme de plusieurs mâles, et que les spermes de mâles différents se mélangent, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a une guerre entre les spermes. C'est-à-dire que il y a le sperme du mâle A, les spermatozoïdes du mâle A qui vont bloquer et tuer, vont essayer de bloquer et tuer les spermatozoïdes du mâle B. Donc les bloqueurs servent à bloquer les spermatozoïdes adverses, et les tueurs servent à les décapiter, à les tuer. Donc les spermatozoïdes humains sont conçus pour la guerre spermatique, la guerre entre les spermatozoïdes. Donc si le spermatozoïde est conçu pour cette guerre entre les spermatozoïdes, c'est bien que la femme est conçue pour avoir plusieurs amants, quoi. Elle est biologiquement conçue pour. Ça va pas plaire à tout le monde. Alors on me dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Le patriarcat reconnaît les mères mais pas le matriarcat. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Dans le matriarcat, l'origine de la vie, c'est la mère. Il faut se mettre dans la tête de l'homme préhistorique, il se dit, mais d'où vient la vie, d'où vient le monde? Lui, il regarde les bêtes, il voit que toute forme de vie sort d'une vulve. Alors qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il dessine dans sa caverne, la première chose que l'homme a dessinée, c'est une vulve. Après, il a dessiné des seins, après, il a fait des petites statues préhistoriques. Et c'est tardivement qu'il a mis un pénis, quand il s'est dit, tiens, mais en fait, le pénis joue un rôle. Et le patriarcat, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que l'origine de la vie, c'est le père. La mère n'est que le terreau qui reçoit la graine du père. Et l'enfant est tout entièrement conçu dans la graine du père. Alors que dans le matriarcat, c'est l'inverse. Chez le Mozo, on dit que l'enfant est tout entier conçu dans la mère et que le géniteur ne vient qu'arroser la graine qui est déjà dans la mère. Donc le patriarcat, c'est vraiment de dire que l'origine de la vie, c'est le père. Et donc à l'origine de la vie, il y a un Dieu père. Et donc dans le matriarcat, on croit en une déesse mère qui est à l'origine de la vie. Donc l'enfant appartient à la mère parce que l'origine de la vie, c'est une déesse mère. Et dans le patriarcat, l'enfant appartient au père parce que l'origine de la vie, c'est un Dieu père. Yahvé, Allah, etc. C'est un Dieu, ce sont des dieux pères. Et pour preuve, c'est que dans la mythologie grecque, c'est bien dit que Zeus se vante, se targue face aux anciennes déesses mères de l'ère patriarcale, il se targue d'avoir procréé sans les ténèbres du ventre des femmes. Il dit, bah voilà, moi j'ai procréé Athéna, elle est sortie de ma tête, j'ai procréé Dionysos, je crois, il est sorti de ma cuisse, moi j'ai pas besoin des femmes pour procréer. Et on le voit aussi chez les papous, chez les papous, c'est la même mentalité, comme quoi y a pas le patriarcat n'est pas civilisateur. Chez les papous, l'idéologie c'est que encore une fois, c'est le père qui donne la vie. Le père met la graine dans le ventre de la mère qui n'est que le terreau. Et pour que l'enfant continue à grandir dans le ventre de la mère doit ingérer la plus grande quantité possible de sperme. Donc elle doit faire un tas de fellations à son mari. Parce que sinon, dans l'idée, l'enfant ne peut pas grandir sans le sperme du mari. Si la mère n'absorbe pas le sperme de son mari, l'enfant ne peut pas grandir. Donc elle ingère du sperme pour permettre au fœtus de grandir. Et une fois que le fœtus grandit, il y a des rites d'initiation à l'adolescence, encore une fois, et pour devenir un homme, il faut encore avaler du sperme. Donc il y a une tradition pédéraste là-bas où les jeunes papous taillent des pipes aux aînés. Voilà. Donc, mais on a la même chose chez les Grecs, c'est un peu la même chose. Voilà, et ça on le voit dans le matricide d'Oreste, on le voit, la mythologie grecque explique noir sur blanc la transition du matriarcat au patriarcat. Lafargue l'a démontré, il y a un auteur qui s'appelle Robert Graves qui l'a démontré. On a le matricide d'Oreste justement où lors de la guerre de Troie avec la tragédie des Atrides, etc., le meurtre d'Agamemnon, etc., Oreste qui venge sa mère, en fait on assiste au passage d'une filiation maternelle à une filiation paternelle et d'un conflit entre les anciennes divinités du matriarcat, donc les Érénies, avec les nouvelles divinités du patriarcat, donc Athéna et Zeus et Apollon qui dit c'est le père qui procrée. Voilà, et Athéna qui dit je suis en tout et pour tout du côté des pères parce que moi je n'ai pas eu de mère, Zeus m'a procréé sans mère. Voilà, donc voilà, le patriarcat c'est un culte du père, du dieu père, et le matriarcat c'est un culte de la mère, donc de la déesse mère, quoi. Alors, on me dit, très bonne émission, en effet, le fait d'entretenir cette situation conflictuelle mère-père, c'est pour en venir au transhumanisme. Tu connais un peu cette notion de transhumanisme? Je connais vaguement, et je pense que c'est dans la même logique. Parce que voilà, c'est un peu justement, le transhumanisme nous faire évoluer vers on va dire un espèce d'humain qui sera coupé de cette filiation naturelle et qui va même être génétiquement modifié. Enfin, oui, ça va dans l'idée du meilleur des mondes. Oui, oui, mais je pense que c'est clairement le projet. Beaucoup de féministes en parlent. La bêtise féministe, c'est de dire que l'origine du patriarcat, c'est la maternité. Non, l'origine du patriarcat,
c'est pas la maternité, c'est la paternité. Parce que le patriarcat, il y a le mot pater dedans. Donc aujourd'hui, le féminisme dit l'origine du patriarcat, c'est la maternité, il faut abolir la maternité. Non, il faut abolir. À la limite, abolissez la paternité, mais pas la maternité. Au contraire, la maternité, c'est le socle du pouvoir des femmes. On le voit chez les Iroquois, les mères ont un statut supérieur aux femmes et aux hommes. Le matriarcat, la maternité, c'est le pouvoir ultime des femmes. Au contraire, elles ne doivent pas s'en débarrasser, elles doivent peser sur la société avec. Et c'est ça le matriarcat. Ouais. Est-ce qu'on peut en plus penser que, par exemple, dans les sociétés patriarcales, ce sont les femmes, les choix leur sont imposés, on les force à se marier, alors que justement dans l'inverse, c'est elles qui choisissent les hommes en fait. Exactement, déjà, donc il y a une forme d'eugénisme naturel dans le sens où, dans le patriarcat, déjà le mariage traditionnel, il est arrangé, ça n'existe pas le mariage d'amour. Ça, Zemmour, il a 100% raison là-dessus. Il dit bien, le mariage d'amour est une utopie moderne qui mène à la fin du mariage. Le mariage traditionnel, il est forcé ou arrangé. Hein, je le répète, j'avais dit, je ne sais pas si je l'ai dit, mais au Vatican, par exemple, l'âge du mariage, il est encore de 12 ans. Légalement, une petite fille de 12 ans peut se marier. Et à 12 ans, quand on joue à la poupée encore, on ne se marie pas de manière consentante. Donc le mariage, c'est vendre une femme contre une dot, c'est ça la dot. J'achète un ventre. Voilà. Donc, je ne sais plus, c'était quoi ta question, tu disais? C'était sur le fait que dans le patriarcat, les femmes soient obligées d'être mariées, que dans le matriarcat, c'est elles qui choisissent les... Voilà, donc le mariage traditionnel, il se fait en général sur des critères du plus offrant, celui qui payera la plus forte dot. Hein, c'est un marché aux esclaves, un mariage. Hein. Les marieuses, c'est des vendeuses d'esclaves. C'est pas la femme qui choisit, c'est le père en général c'est le père de la fiancée qui choisit le mari, et sur des critères financiers et puis aussi politiques, puisque le mariage, accessoirement, c'est une association politique. C'est toujours un intérêt, il y a toujours un intérêt derrière. Voilà, donc ce n'est pas, ce n'est pas eugénique. Moi, je pense que le matriarcat pratique un eugénisme naturel dans le sens où la femme choisit librement l'amant de ses enfants, et non pas sur des critères économiques, mais sur les critères qui lui plaisent, qui peuvent être aussi des critères génétiques, par exemple. Alors on me dit, ce monsieur, il en pose beaucoup de bien. Alors il dit juste une question, l'exogamie, la monogamie est le fondement de notre société moderne. Comment en sortir? Comment sortir de la monogamie, l'exogamie? Déjà, la gamie est en train de disparaître. Gamie, c'est le mariage. Donc déjà, exogamie, monogamie... dans 50 ans, il n'y a plus de mariage. Je vois la courbe de l'INSEE sur la quantité de mariage. Là, si on la prolonge dans 50, même moins de 50 ans, et c'est fini. Hein. Il y a heureusement qu'il y a les évangélistes, même les juifs, ils ont des problèmes avec ça. Même en Israël, le mariage est en train de s'éteindre. Donc heureusement, je dirais que l'islam, il faut dire la vérité, heureusement que l'islam est là pour sauver le mariage. On me dit, pour que l'éducation soit complète, il faut qu'il soit éduqué par la mère et par le père aussi. Je ne vois pas en quoi c'est pas possible. Voilà. Alors, il y a un proverbe africain qui disait que pour élever un enfant, il faut tout un village. Donc, mon avis personnel et l'avis de beaucoup, c'est qu'un enfant, il a surtout besoin d'une communauté d'hommes et de femmes. On s'en fiche que ce... Bon, le lien maternel est important quand même, puisqu'il y a un lien biologique, un lien charnel très fort entre la mère et l'enfant, puisque la mère porte l'enfant, elle l'allaite, puis il y a un lien hormonal entre la mère et l'enfant. Tout ce qu'il n'y a pas entre le père et le fils, enfin le père et l'enfant, le seul lien qu'il y a, c'est 3 gouttes de sperme et puis c'est tout, quoi. Donc le lien mère-enfant est important, mais effectivement, personnellement, je pense qu'un enfant, d'après mes lectures, a besoin d'une communauté d'hommes et de femmes, pas forcément de son père. Ça peut être un village avec des hommes, des femmes, voilà. Et c'est là où l'intérêt de mon projet associatif permet de transcender les clivages donc, entre le mariage hétéro et le mariage homo. C'est que dans ces communautés associatives où on élève les enfants ensemble, où des hommes et des femmes élèvent les enfants ensemble, la question de la sexualité ne s'impose pas, on se fiche de la sexualité des gens. Qu'un homme ou une femme soit hétéro ou homo, on s'en fiche, il élève l'enfant. Donc dans le matriarcat, par exemple, un homme peut être homo, on ne le sait pas. Moi j'ai été dragué par un mozo gay, je témoigne, il y a des homos chez les gays, il y a des homos chez les mozos. Voilà, je me suis fait draguer par un petit mozo là, et bon, je parlais pas chinois, il parlait pas anglais, mais on s'en fiche qu'il soit homo ou hétéro, puisque de toute façon, il élève les enfants de son clan maternel. Il est oncle, il a peut-être jamais pénétré de femme, mais il est peut-être le meilleur père du monde, parce que lui, il élève les enfants de sa sœur, et dans les traditions, etc.
Alors, il y a plein de questions. On me dit, oui, il nous vend sa culture vietnamienne. Il faut connaître l'histoire de ce peuple, c'est pas joli, joli. Non, tu as dit que tu étais Non, ma mère est du Laos. Voilà, il avait dit le Laos. Déjà, il faut bien comprendre, hein, déjà, avant de commenter D'Artagnan. Voilà. Voilà. Alors, la seule vérité, c'est qu'aucune société dite matriarcale n'a survécu aujourd'hui. Bah, toi, tu dis que c'est... Voilà. Non, alors déjà, c'est pas vrai. Donc déjà, les Mozos, ça existe. Les Kassi sont 15 millions. En Indonésie, ils sont 8 millions. Il y a une communauté qui s'appelle les Minangkabau, qui sont sur la péninsule de Sumatra. Alors ils sont islamisés, mais c'est un islam, pour moi c'est un islam hérétique, puisque c'est un islam où ils ont même apparemment changé quelques versets du Coran. Donc c'est un islam où la filiation est maternelle et où la propriété est aux mains des mères. Et c'est un islam teinté de paganisme autochtone où ils vénèrent des animaux totems et des déesses mères. Et ils sont 8 millions et ils ne sont pas préhistoriques du tout. Ils font partie ils font partie de l'élite intellectuelle du pays, ils vont plus à l'université que le reste du pays. Il y a eu des hommes politiques Minangkabau, il y a eu des ministres Minangkabau, et pourtant ils pratiquent un islam matriarcalisé, quoi. Alors on me dit aussi, son idée ne serait-elle pas plus adaptée à des petites sociétés, car changer brutalement le fonctionnement du modèle familial à 65 millions français, c'est impossible sans la force. Mais là, la famille est déjà en train de changer. Moi, je propose juste qu'on cesse d'être seul. Moi, à Paris, tout le monde est seul. Par exemple, moi, je vis à Paris, tout le monde est seul. Donc, la société, qu'on le veuille ou non, elle est déjà en train de changer. Elle est déjà sur la modification. Ouais. Le vrai changement, la vraie révolution actuelle, encore une fois, ça n'a pas été le mariage gay, c'est d'avoir légalisé la procréation hors mariage, et d'avoir mis sur un pied d'égalité les enfants naturels, c'est-à-dire les enfants conçus en mariage, les bâtards. On les a mis sur un pied d'égalité avec les enfants légitimes. Donc de là, on abolit l'intérêt du mariage. Donc la révolution s'est faite là. Donc à partir du moment où on légitime les bâtards, et on légalise la procréation en mariage, la société change. Alors là, je lis quelque chose, on me dit, plus la femme a d'amants dans sa vie, plus la diminution d'oxytocine dans l'organisme de la femme. Plus il y a diminution d'oxytocine dans l'organisme de la femme, elle aura plus de mal à se lier avec ses enfants et à leur procurer de l'amour. Alors non, nous ne sommes pas conçus pour avoir de nombreuses conquêtes, ai-je tort. Voilà. Je vois pas de quoi il parle, hein, mais bon, c'est possible. Hein, je ne vois pas sur quoi il se base, et je vois dans les... je sais pas ce que c'est que l'oxytocine. C'est une hormone, l'hormone du bonheur. Ah, d'accord. Moi, au contraire, les études que j'ai lues sur l'ocytocine montrent que l'ocytocine fait tout pour que les couples ne durent pas à long terme, quoi. Bon, j'ai plus les données en tête, mais j'ai lu l'inverse. Et au contraire, dans le matriarcat, la maternité est une valeur suprême, et l'amour maternel, il est là, quoi. Suffit. Je ne vois pas sur quoi se base sur ces croyances. Moi, j'ai vu des familles soudées, des clans soudés. Alors dans le clan maternel, je peux même vous dire, chez les Mozos par exemple, il n'y a pas de distinction de mots entre mère et tante. Il n'y a pas de mot pour tante. En fait, les tantes sont appelées mères. C'est-à-dire que les sœurs s'échangent leurs enfants. Comme je veux dire, dans beaucoup de traditions africaines, y compris en Afrique centrale, où toutes les tantes s'appellent mères et les oncles s'appellent pères. Voilà, et on tête sa mère comme on tête sa tante. Les cousins sont les frères. Hein. Voilà, c'est exactement ça. En Afrique, il y a beaucoup de restes. Bon, il y a beaucoup de restes, il y a eu beaucoup de changements. Bon, je connais qu'une seule, peut-être 2 sociétés matriarcales, vraiment type Mozo. Une était au Cameroun, mais au 19e siècle, et puis une autre, je ne sais plus, en Afrique de l'Ouest. Mais bon, globalement, le matriarcat a quand même bien disparu en Afrique, même s'il y a des restes. Et il y a des restes plus présents qu'en Europe encore, quand même. Oui, quand même. Oui. Alors, voilà. Alors, on me dit aussi, pas mal de questions. On me dit, j'ai du mal à comprendre en quoi la reconnaissance de l'enfant par le père et l'émancipation de la femme ne sont-elles pas compatibles. Bon, je trafique parce que c'était pas français, mon cher Morpheus. Mais voilà, en quoi c'est pas compatible, donc, la reconnaissance de l'enfant par le père et l'émancipation de la femme. Alors, je répète, parce que il ne peut pas y avoir de double filiation. L'enfant, il est affilié soit au père, soit à la mère. Qui a l'autorité sur l'enfant? Le père ou la mère? En cas de divorce, l'enfant, il revient à qui? Au père ou à la mère? Donc ces situations de double filiation créent des conflits insolubles. Et d'autre part, pour garantir la reconnaissance de paternité, pour garantir que l'enfant ira reconnaître, que le père ira reconnaître l'enfant, il n'y a qu'un seul moyen, c'est le mariage. Parce que la loi a beau m'imposer, par exemple, de reconnaître les enfants que j'ai engendrés, si je me barre dans la nature, ça va être très dur pour une femme
de me poursuivre en justice, c'est très compliqué de poursuivre un homme en justice pour paternité. Donc le seul moyen pour être sûr que le père ira reconnaître l'enfant, c'est le mariage. C'est pour ça que dans toute société patriarcale, le sexe hors mariage est interdit, ou à la limite, si un enfant a été conçu en mariage, il faut absolument que le père se marie très vite, très très vite avec la mère, sinon c'est le scandale. Hein. Ça, on l'a vu même en France au siècle dernier, on critique le Pakistan, mais il y a des chansons, moi j'ai des chansons traditionnelles qui montrent que les villageois tuaient les mères célibataires. Donc, le seul moyen de garantir cette reconnaissance de paternité, c'est d'interdire toute sexualité en mariage. Et le seul moyen d'interdire la sexualité en mariage, c'est de fliquer le sexe des femmes. Et pour fliquer le sexe des femmes, il faut leur enlever leurs droits. Et toutes les lois répressives, elles sont là pour attester. Toutes les lois répressives, il suffit de lire l'histoire du droit familial, n'ont pour seul et unique but de garantir que la femme n'aura pas de relation sexuelle hors mariage, afin d'être sûr que le père reconnaîtra l'enfant. C'est tout. Voilà. Alors, oui, Erwan, il me dit oui, Topa, demande-lui s'il est pro-LGBT. Là, je crois qu'il n'a pas suivi l'émission. Là, Erwan, faut revoir depuis le début, là, Erwan. Hein. Ou alors, il faut prendre. Les LGBT sont anti-maternité. Ouais, non, mais tu l'as répété depuis le début. Donc, ça, à 3h47, tu me demandes ça, t'as dû partir entre-temps, quoi. Depuis. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore ? Le gros souci des sociétés matriarcales, c'est qu'au bout d'un moment, une bonne grosse civilisation patriarcale vient toujours leur rouler dessus. L'histoire l'a montré bien souvent. Comment ça s'explique ? Alors, déjà, il y a quelque chose à préciser. Aujourd'hui, ce n'est pas le matriarcat qui est en voie d'extinction, c'est le patriarcat. Il ne faut pas inverser. En Chine, par exemple, ce n'est pas les mozos qui sont en train de disparaître. En Chine, c'est le mariage qui est en train de disparaître. Le mariage chez les Han qui est en train de disparaître. Au Japon, le mariage disparaît. Donc il ne faut pas inverser. En Russie, partout. Donc le matriarcat, au contraire, est en train de revenir. Donc, et d'autre part, effectivement, les sociétés patriarcales sont beaucoup plus guerrières. Pourquoi ? Oui. Parce que déjà, le patriarcat se fonde sur la répression sexuelle, donc pas de sexe en mariage, donc un système répressif fondamentalement violent. Le patriarcat crée une pénurie de femmes. Il n'y a pas assez de femmes pour les hommes. Donc on est obligé d'aller faire la guerre. Donc effectivement, ce sont des sociétés beaucoup plus guerrières que les sociétés matriarcales. Mais ce n'est pas forcément vrai. Hein. Les Iroquois étaient très guerriers, et dans le Kerala, les Nayars étaient très guerriers. Hein. C'est les samouraïs de l'Inde. D'ailleurs, l'art martial indien assez connu, qui s'appelle le Kalaripaya, c'est l'art martial des Nayars, donc d'une société matriarcale. Donc, c'est pas totalement vrai. Et l'avènement du patriarcat, effectivement, est arrivé par des invasions, par les fameuses invasions aryennes, et puis aussi par des invasions sémites aussi, par différents vecteurs. D'ailleurs, l'extension du patriarcat à travers le monde est assez mystérieuse, et je pense que ça fait partie des grands secrets des élites mondiales. On pourra en parler une autre fois parce que c'est long à expliquer, mais oui, ça relève un peu du mystère, et même certains occultistes du 19e siècle avancent même des thèses sur l'Atlantide, ou bref, voilà. Alors, il y a plusieurs questions. Déjà, on me dit comment se fait-il que beaucoup d'enfants adoptés cherchent à l'âge de raison leurs parents biologiques ? Ça, c'est vrai, c'est quand même... Ouais, quelqu'un qui n'a pas connu en fait, l'identité de ses parents, c'est une obsession. En général, ça peut durer jusqu'à 50 ans, jusqu'à sa mort. Je pense que c'est purement culturel, parce qu'on a encore cette idée dans notre société de la bâtardise. Hein. Quand on dit bâtard, fils de pute, c'est quoi ? C'est que ta mère, tu ne connais pas ton père, ta mère n'a pas eu d'amant fixe, donc tu ne connais pas ton père. Donc il y a une culture du père qui fait que l'enfant se sent hors norme. Même il y a eu des vidéos d'ailleurs de l'éducation nationale pour essayer de déstigmatiser cela. Apparemment, dans certains collèges, les enfants sans père sont parfois discriminés par les autres collégiens. Et d'ailleurs, il y a une fable, un livre de, je ne sais plus comment ça s'appelle, un auteur du 19e siècle, je ne sais pas si c'est Zola ou Maupassant. Et le papa Simon s'appelle, je crois, le père à Simon, qu'on enseigne dans les écoles primaires ou au collège, qui parle justement d'un enfant qui n'a pas connu son père, et sa mère qui est ostracisée, qui est vue comme une prostituée par la société. Et à l'école, tout le monde le traite de bâtard, dit bâtard, 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 t'as pas d'enfant, ta mère c'est une pute. Voilà. Et qu'est-ce qu'il veut faire l'enfant ? Il veut se suicider. Et au moment où il va se suicider, eh bien, il y a un homme qui passe, qui est charpentier, qui dit mais attends, ne te suicide pas, qu'est-ce qu'il y a, t'as pas de père ? Puis l'enfant dit mais est-ce que tu veux être mon papa ? Et il dit ok, je veux bien être ton papa. Et le moral de l'histoire, il épouse la mère.
Et donc, du coup, l'honneur du petit garçon a été, a été sauf, et finalement, il a un papa, et est fier de présenter son père, même si c'est pas son père biologique. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une culture, on est encore dans une culture où l'enfant sans père, oui, c'est un bâtard, il y a le mot pour ça. Hein. Donc je pense que c'est pas 100% culturel, et pour dire, dans les sociétés matriarcales, l'identité du père, on s'en fiche. Quoi. Chez les Mosos, il n'y a même pas de terme de père. Ça n'existe pas le mot père chez les Mosos. Chez les Iroquois, on a des exemples où, où un Iroquois était prêt à tuer un homme, et il s'est retenu à la dernière minute et a dit, oh, ça va pour cette fois-ci, je sais que tu es mon père, vas-y, dégage. Voilà. Donc la filiation, le lien de filiation, enfin le lien de fidélité au père n'est pas inné. On le voit dans le Matricide doré, justement, où c'est des histoires de vengeance. Faut-il venger le sang de la mère ou faut-il venger le sang du père? Alors, les anciennes déesses disent qu'il faut venger le sang de la mère, et les nouveaux dieux disent qu'il faut venger le sang du père. Donc non, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est 100% culturel. Il y a encore des sociétés où l'identité du père, on s'en contrefiche, et voilà, il faut juste arrêter d'être dans ces cultures de la bâtardise. Quoi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Purement culturel, ouais, ils sont pas du tout d'accord. Enfin, il y en a plusieurs qui sont pas d'accord. Ouais, aide un peu ton staff, coche les questions posées en même temps que tu les poses. Ce serait bien aussi que vous arrêtiez vos remarques désobligeantes, hein, parce que vous êtes fatigant, hein, j'ai envie de dire. Hein, parce que je suis déjà en train de gérer plusieurs choses en même temps et j'ai pas besoin de vos petites remarques voilà. Mais bon, c'est passé. Alors on me dit, oui, est-ce que tu es récentiste? Alors, on arrive sur la fin, Ouais. on me demande ça, c'est Pipo qui me demande ça. Alors effectivement, quand vous tapez récentisme sur Google, vous tombez juste après Wikipédia sur mon site. Alors je m'intéresse beaucoup au récentisme parce que je pense qu'il peut s'agir d'un leitmotiv, que le matriarcat peut être le leitmotiv de la réécriture de l'histoire. Alors qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille? C'est que je me rends compte que, je suis récentiste, je pense que c'est l'un des plus grands secrets de l'humanité, et que l'autre deuxième grand secret, c'est le matriarcat. Alors je me suis dit peut-être qu'il y a un lien entre les deux. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est notamment justement la chasse aux sorcières. Donc une chasse aux sorcières qui a commencé réellement, sérieusement au XVe siècle, donc quasiment à la Renaissance. D'ailleurs la chasse aux sorcières a eu son pic à la Renaissance. Une chasse aux sorcières donc, qui se passe 1400-1500 ans après la mort supposée après la naissance supposée de Jésus. 1000 ans après la soi-disant conversion de Rome au christianisme. Je trouve bizarre que... Alors, on se rend compte que cette sorcellerie, cette chasse aux sorcières, c'est parti de la répression d'un culte dédié à Artémis. Artémis qui est une divinité 100% matriarcale. Donc je trouve bizarre qu'on ait attendu le XVe siècle pour exterminer les vestiges d'un culte antique matriarcal 1500 ans après la mort de Jésus. Donc je me dis, c'est pas possible qu'un culte antique ait pu survivre autant de temps, à autant de siècles de christianisme sans répression, puis que d'un seul coup, on se dit, tiens, 1500, allez hop, on va brûler les sorcières qui vénèrent Artémis. Donc je me dis qu'en réalité, l'Antiquité n'est pas si lointaine que ça. Et de fil en aiguille, effectivement, en fouillant, je me rends compte que je peux donner des taris d'arguments. D'ailleurs, j'invite encore une fois Marion Sigaud à un débat avec d'Ortiguet. Refuse, on lui a déjà proposé. Ah ouais, voilà. C'est normal, ça ne m'étonne pas. Je pense que... mon hypothèse à moi, on pourrait dire, ça sera assez long à expliquer, mon hypothèse à moi, c'est que en réalité l'Empire romain n'a jamais été converti au christianisme, c'est-à-dire que Constantin ne s'est jamais converti au christianisme, et qu'au contraire, il y a eu à la fin de l'Empire romain un retour au matriarcat, c'est-à-dire que la soi-disant décadence de Rome, moi j'ai des bouquins d'histoire qui expliquent qu'en réalité elle était due à l'émancipation des femmes à Rome et qu'il y avait de plus en plus d'adultères, de sexe hors mariage, d'enfants sans père, et qu'il y avait un déclin de la caste des patriciens, donc les patriciens, donc les lits de Rome qui se mariaient, que le patriciat, donc d'où vient le patriarcat, c'est le patriciat était en déclin, et que parallèlement, moi je trouve que bizarrement, il y a eu un essor de culte féminin, de culte d'Isis, d'Artémis, etc. Isis, comment ça s'appelle, celle qui a procréé sans père et qui est devenue la patronne tutélaire de l'Empire romain. Moi je sais que, j'ai constaté que dans toute société où on émancipe les femmes, fatalement on retourne au matriarcat. Or, pour les Romains, c'était pas très dur de retourner au matriarcat, puisqu'ils avaient l'exemple de la plèbe.
ils avaient l'exemple des Étrusques, ils avaient l'exemple d'un tel peuple barbare. Et mon hypothèse à moi, c'est une hypothèse, hein, c'est que l'Empire romain est retourné au matriarcat. C'est-à-dire qu'il y a une décadence des mœurs patriarcales pour retourner au matriarcat. Et que, en fait, ce que l'Église a réprimé, les hérésies que l'Église a réprimées, c'était souvent des hérésies où le statut de la femme était bien meilleur, où on rejetait le mariage, où on rejetait, je vous ai cité l'exemple des Adamites, où ils rejetaient le mariage, et où le statut de la femme était bien meilleur, où on disait que Marie était une déesse, et où en fait, derrière ces apparences de Marie, on vénérait quelque part Isis. Et je pense qu'en réalité, l'Église catholique a exterminé un proto-christianisme païen et d'essence matriarcale de la fin de l'Empire romain, c'est-à-dire un culte gallo-romain de la fin de l'Empire romain où les femmes étaient libres, où le mariage, un christianisme plébéien matriarcal. C'est ça que l'Église a réprimé. Et donc, ils ont exterminé les soi-disant sorcières, même les Templiers. Hein. Les Templiers, on sait très bien qu'ils vénéraient la Vierge Noire. Donc la Vierge Noire, on sait que c'est Isis. Ils vénéraient le bouc noir, mais le bouc noir, moi je vois chez les Basques, c'est le dieu de la fertilité. Donc je pense que les Templiers étaient tout simplement un ordre qui vénérait, qui avait un culte matriarcal, tout simplement. Ils ont financé toutes les premières cathédrales, toutes les cathédrales dédiées à Notre-Dame, qu'elles soient gothiques ou romanes, sont dédiées à Isis, il ne faut pas se leurrer. Et bon, j'ai lu dans des écrits récentistes que l'organisation administrative et militaire des Templiers était exactement identique à l'organisation des chevaliers des ordres équestres sous Rome. Et c'est bizarre que 1000 ans après, les Templiers aient une organisation exactement identique à celle des chevaliers romains. Donc mon hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse à valider, c'est qu'en réalité, les Templiers, c'est un ordre équestre romain antique, converti à un culte matriarcal, un culte isiaque, et qu'ils sont les témoins de la réécriture de l'histoire, et que l'Église catholique a exterminé ces témoins de la réécriture de l'histoire, et qui n'ont pas voulu d'une civilisation concurrente qui fait l'éloge d'une déesse mère qui s'appelle Marie ou Isis, c'est pareil, tu vois. Voilà, c'est ça, ce n'est qu'une hypothèse. Alors, on me dit, comme tous les progressistes, il va chercher ses arguments dans la société primitive. Quelle évolution? Ouais, tu considères comme progressiste, toi, d'ailleurs? Non, je ne suis pas progressiste. Et encore une fois, il n'y a aucun lien entre matriarcat et primitivisme et patriarcat et civilisation. Je donne l'exemple des Papous, ils sont extrêmement primitifs. Et toutes les premières civilisations européennes sont matriarcales. Il y a les Étrusques. Hein, même les premiers égouts, les fondations de Rome, les fondations en pierre de Rome sont étrusques. On a la civilisation minoenne en Crète, est évidemment matriarcale. Même Julius Evola, Julius Evola le dit, la Crète est matriarcale. Julius Evola reconnaît ces termes matriarcal. Moi j'ai visité les ruines de Knossos, donc le temple de Knossos. C'est un ode à la déesse mère énorme. Il y a très peu de traces d'activité militaire, il n'y a pas de forteresse, il n'y a pas de... C'est une civilisation matriarcale et la première écriture d'Europe est née dans une civilisation matriarcale. On peut le voir aussi au Pakistan, dans la vallée de l'Indus, la civilisation de Mohenjo-Daro, tout montre que c'était matriarcal, quoi. Ou même il y a une civilisation qui est encore plus explicite, c'est la civilisation au Turkménistan, dans le désert de Karakoum. J'ai un documentaire là-dessus qui le dit bien. C'est une civilisation matriarcale, prospère, une grande civilisation matriarcale qui est passée au patriarcat et qui explique comment. D'ailleurs, si vous recherchez, on a tout le sens réel tout le sens réel, par exemple, du mythe du Graal. Là, on sait d'où vient le mythe du Graal, tout est expliqué là-dedans, quoi. Voilà. Pour comprendre le Graal, pour comprendre les mythes anciens, même pour comprendre, par exemple, pour comprendre les chevaliers de la table ronde, pour comprendre, il faut avoir ce logiciel de la transition d'une société matriarcale à une société patriarcale. C'est nécessaire pour comprendre la mythologie grecque, pour comprendre la plupart des mythes celtes, pour comprendre même la mythologie nordique. Hein, les 3/4 des mythologies nordiques, ça parle de ça aussi. Eh ben, écoute, on arrive à la fin de l'émission. Donc merci beaucoup d'être venu ici pour cette émission sur le matriarcat. Je vais peut-être, on s'en reprend une ou deux questions. Il y a pas mal. Ouais, il y a pas mal de questions. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a un lien entre franc-maçonnerie et templier. Moi, je pense que c'est juste un fantasme. Je sais que
Je pense que la franc-maçonnerie et l'Église catholique sont très au courant sur le matriarcat, pour la bonne raison, alors, l'Église catholique, pour la bonne raison qu'ils ont exterminé les derniers vestiges de matriarcat, notamment au Pays Basque, ils savent très bien, et que derrière le culte de la Vierge Marie, de la déesse mère, enfin de la Vierge Noire, c'est un culte matriarcal. Et la franc-maçonnerie est très au courant aussi, puisqu'il dédie un culte tout particulier à Isis. Voilà. Et Isis est une divinité éminemment matriarcale, puisqu'elle a procréé sans père. Elle le dit, j'ai procréé, les mystères d'Isis, c'est j'ai procréé sans qu'un homme ne relève mon voile. Voilà. On Donc, me dit dans les systèmes matriarcaux, est-ce qu'il y avait des sacrifices humains? je pense qu'il y a des sacrifices partout, dans toutes les sociétés, qu'elles soient matriarcales ou patriarcales. Dans le judaïsme, dans le judaïsme antique, il y a eu beaucoup de sacrifices humains. Pourtant, c'était très patriarcal. Chez les Papous, il y en a. Chez les Aztèques, qui sont très patriarcaux, il y a des sacrifices. Donc je pense que les sacrifices humains sont universels. D'accord. Eh ben écoute, merci beaucoup. Voilà, il y a pas mal de messages aussi, voilà, intéressants. Merci. Son hypothèse tient la route. Émission très intéressante, évidemment. Il n'y a pas que des gens qui se plaignent. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour répondre petite à D'Artagnan, Tepa et au staff. On vous critique pas mal, mais sachez qu'on a tous beaucoup d'estime pour le task que vous accomplissez chaque soir. Oui, c'est gentil, mais il faut arrêter d'avoir un peu la mentalité consommateur de toujours critiquer, critiquer, critiquer. On fait ce qu'on peut. Je pose des questions. Je pense que j'en ai posé pas mal. Hein, j'en ai posé quasiment, je pose ce que je peux poser. Je dois à la fois me concentrer, là-bas et à la fois me concentrer ici. Donc les gens qui sont toujours en train de se plaindre parce que ça va pas assez vite, mais eux ils sont devant leur ordinateur, le cul posé sur le canapé. Moi je dis ça commence à bien faire. Hein. Arrêtez d'avoir cette mentalité de consommateur, vous êtes jamais content, ouais, oh, c'est pas assez, c'est pas ceci, c'est pas cela. Franchement ça commence à être fatigant. Voilà, je préfère vous le dire. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci aux métanotes. Ce soir, je dédicace personne parce que personne, voilà, vous m'avez fatigué. Bah, il y aura, voilà, donc personne. Je dédicace à Steph, à Flo, à Mika, à ceux qui sont là chaque jour, voilà, qui font le taf. Parce que franchement, c'est fatigant les mecs des fois. Voilà. Alors moi, j'aurais qu'une chose à vous dire. À demain. Voilà. Merci beaucoup. Ciao.